Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture. Mais cette fois malheureusement je n'aurai que 2 titres à vous présenter. Sauf que je ne veux pas encore redécaler les points lecture. Donc bah tant pis, je vous présente les 2 lus. Et puis c'est pas grave, pour une fois ça passera aussi. Donc j'ai tout d'abord lu L'Arachemo de... je ne sais plus qui, publié chez Hachette. Je vous mettrai son nom quelque part sur l'écran ou en barre d'infos. Donc je vous mets la couverture ici puisque moi je l'ai lu en numérique. Donc c'est une lecture commune que nous avons fait avec Marilyn du blog Summary's Books. Donc ici on y suit Iliad. Iliad est une jeune femme qui vit avec sa mère et ses sœurs. Sa sœur veut devenir avocate et alors qu'elle était fiancée, que son fiancé a rompu leur fiançailles et l'a laissée démunie, un beau jour on lui propose de venir découvrir, comment dire, je sais plus le terme exact, mais en gros d'aller au palais entre guillemets du pays et de se marier, d'y faire la rencontre de son futur fiancé et de se marier avec lui. Donc au début elle est très intriguée, elle sait que c'est quelqu'un de la famille royale, mais elle ne sait pas qui. Et donc elle va y aller avec sa grand-mère et découvrir un peu cet univers de cour, ce qui l'attend, quel est ce futur époux, comment ça se fait que, ne la connaissant pas, il choisit une roturière comme future femme plutôt que quelqu'un qui a les moyens. Puisque c'est justement le fait qu'elle soit roturière qui lui a coûté ses premières fiançailles. Et on plonge dans ce monde où on apprend pas mal de choses sur les personnages, que tout ne semble pas forcément... Enfin, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer de prime abord en fait. On se fait une première idée sur les personnages, sur l'environnement, et en fait petit à petit les choses changent, les choses évoluent, on voit les choses sous un autre angle. La particularité d'Iliade, c'est que c'est la meilleure Arachemo de tous les temps, en tout cas depuis très longtemps, puisque lorsqu'elle lit des livres, elle a ce pouvoir de détacher les mots des livres. Alors, certains se contentent juste de détacher les mots et les mots flottent dans l'air devant vous, tandis qu'elle, elle arrive grâce à son imagination à les modeler et à faire transparaître une scène qui est inscrite dans le livre en visuel et les images s'animent. Ce qui lui vaut justement d'être très reconnue dans le pays pour cela et qui attire aussi le fait qu'elle va aller à la cour. J'ai l'impression que mes explications sont très cafouillis, mais ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc veuillez m'excuser. Marilyn a trouvé que il y avait des similitudes, et ce n'est pas la seule, avec, notamment Maud également a pensé la même chose, avec la passe miroir. Personnellement, j'ai lu les 2 premiers tomes de la passe miroir, je n'ai pas du tout accroché, en fait à pas grand chose d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai arrêté la saga là. Je vois pas spécialement le côté la passe miroir. Pour moi, ça m'a plus fait penser à un univers un peu à La Belle et la Bête, avec ce pouvoir de magie de l'Arachemo, le fait que notre héroïne adore la lecture, le fait qu'elle rencontre quelqu'un qui, de prime abord, n'est pas l'homme le plus séduisant de la planète, mais qu'il va falloir apprendre à le découvrir, etc. Donc moi, ça me fait beaucoup plus penser en effet à La Belle et la Bête qu'à la passe miroir. Et heureusement, puisque je n'ai pas trop aimé la passe miroir. Mais voilà, c'est vraiment un univers que j'ai aimé. J'ai aimé découvrir cet univers, j'ai aimé découvrir quel était ce don d'Arachemo, comment les choses évoluent. Alors oui, parfois ça peut être un peu simple. Maintenant, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai été captivée par cette histoire. J'ai été embarquée dans cet univers aux côtés de nos personnages. J'ai aimé la façon dont l'histoire était racontée. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. En fait, il n'y a rien qui m'a déçue. En plus, on a beaucoup de références à à des auteurs ou à des titres en particulier dans le livre. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Pour la grande lectrice que je suis, bah forcément, ça fait toujours plaisir de retrouver ce genre de choses dedans. Et j'ai juste passé un excellent moment avec ce livre. Les personnages sont attachants ou détestables au possible selon de qui il s'agit. L'intrigue est plutôt bien menée. On a ces allusions un peu à La Belle et la Bête qui moi m'ont complètement charmée en fait depuis le début. J'ai aimé le don de notre héroïne. J'ai aimé sa façon de voir les choses, sa façon de ne pas faire forcément toujours ce qu'on attend d'elle. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a plu parce qu'elle ne fait pas la petite fille modèle docile et qui ne dit jamais rien. Quand elle en a marre, c'est stop et elle le dit quoi. Et le tout combiné a fait vraiment que j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre et que c'est un joli petit coup de cœur pour moi. Voilà.
L'autre titre dont je vais vous parler, il s'agit de L'Hôtel de la Dernière Chance de Nicky Thornton chez Michel Lafon, que j'avais acheté à sa sortie. Alors oui, je suis en partenariat avec Michel Lafon, maintenant ça ne m'empêche pas d'acheter certains de leurs titres, comme celui-ci notamment. Donc on l'a lu en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie, et encore une fois avec Marilyn du blog Summary's Books. Ici on y suit Seth Seppi, qui est un jeune garçon qui travaille à l'hôtel de la Dernière Chance pour la famille Mich, qui sont les propriétaires des lieux. Son père était un grand cuisinier qui amenait beaucoup de monde à l'hôtel. Malheureusement, il a disparu il y a quelques années de cela. Et depuis, il est un peu on va dire entre guillemets, la bonne à tout faire de la maison. La fille du couple, qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs. J'ai toujours autant de mal avec les prénoms. En tout cas, c'est une vraie petite peste. Elle prend un malin plaisir à tourmenter et à harceler notre jeune Seth. Et on découvre qu'en fait il va y avoir plusieurs invités de marque et de prestige qui vont être invités pour quelque chose qui s'appelle l'épreuve. Donc ils vont passer une épreuve de sélection, mais pourquoi, je vous laisserai le découvrir. Et lors de cette soirée, malheureusement, un des invités va décéder. Il a été empoisonné et vu que la seule personne à avoir touché ce dessert était Seth, c'est forcément Seth qui va être accusé du meurtre. Un enquêteur va être amené à venir à l'hôtel pour faire sa propre enquête. Et donc on va suivre cette enquête tout au long des jours qui passent, tout au long des heures qui précèdent, mais aussi qui suivent ce décès, enfin ce meurtre plutôt. Et on va découvrir un monde avec de la magie, un monde où les gens n'ont pas forcément que de bonnes intentions, loin de là. Alors je précise que c'est un tome 1 parce que même si ce n'est pas écrit sur le livre, il y a bien une suite qui est prévue en 2020 chez Michel Lafon, donc je tiens à le préciser. Ce petit côté assez sombre, assez hôtel au fin fond d'une forêt où plus personne ne va, un peu à l'abandon, etc. Le résumé me donnait extrêmement envie. Malheureusement, je ne suis pas du même avis que les copines, puisque les copines ont plutôt bien aimé et sont quand même curieuses de découvrir la suite. Moi, malheureusement, si je me suis légèrement attachée à Seth, ça n'a pas non plus un gros attachement. Les Mich sont une famille de personnages totalement détestables. Et malheureusement, je me suis un peu ennuyée avec ce titre. Je trouvais que par moments, ça tourne royalement en rond. Qu'on n'avance pas. À chaque fois qu'il y a de nouveaux indices, ça incrimine de nouveaux Seth. On pense que c'est quelqu'un d'autre et puis il y a de nouveaux indices et puis on repart sur Seth. Et ça fait ça trop longtemps pour moi en fait, pour que je puisse m'immerger et prendre plaisir à lire ce livre. Tout simplement, ce tome 1. Donc je l'ai lu jusqu'au bout parce que je voulais voir où ça emmenait. Maintenant, cette fin, je trouve que... Alors, il y a des moments où il se passe rien. Et là, cette fin, elle vous tombe dessus comme un cheveu dans la soupe. Vous l'avez pas vu venir, vous ne savez pas le pourquoi du comment. Il y a des personnages qui étaient là 10 pages avant, on ne sait pas du tout où ils sont passés, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et puis vous avez une conclusion, on vous balance une révélation comme ça, sortie nulle part. Donc j'ai pas trop bien compris pourquoi nous balancer la révélation comme ça, sans avoir d'indices précédemment, même de tout petits indices où on pourrait se dire « Ah oui, mais en fait, oui, cet indice-là, c'était pour en arriver là. » Non, il n'y a aucun indice pour ça, ça vous tombe dessus comme ça, vous comprenez pas d'où ça sort. Et on s'arrête comme ça sur ce tome 1. Donc voilà, malheureusement pour moi il y a des maladresses dans ce tome, dans la construction du récit, dans la construction et le déroulement de l'intrigue. Par moment on a voulu nous foutre une révélation mais il n'y a pas de lien avec ce qui s'est passé précédemment. Et j'ai pas compris en fait, clairement j'ai pas compris pourquoi cette fin. C'est pas malheureusement une saga que je vais continuer. Et pourtant, croyez-moi que je suis triste, parce que je pensais vraiment aimer ce titre. J'en attendais rien de particulier. J'en attendais juste, voilà, une ambiance de manoir où il se passe un meurtre et où il y a une petite enquête qui se mène. Donc autrement dit, ce qu'on vous dit dans le résumé, je n'attendais rien de particulier du tout pour cette lecture. Comme de manière générale, j'en attends pas grand-chose pour aucune de mes lectures. Et pourtant, j'ai été quand même assez déçue parce que c'était pas fluide, c'était pas entraînant, c'était pas dynamique comme récit. Et du coup, j'ai pas compris la fin et je me suis ennuyée les 3/4 du roman. Donc voilà, maintenant, je sais pas si les filles auront déjà rédigé leur chronique, mais sinon n'hésitez pas à zioter sur les blogs, je vous les laisse en barre d'infos, de Marilyn et Nat, comme ça vous verrez quand elles publient leur avis. Parce que je sais que ce titre a de bons retours, malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait, donc ne vous cantonnez pas à mon seul avis, n'hésitez surtout pas à aller voir les avis des autres. Puisque il en faut pour tous les goûts, et si ça ne l'a pas fait avec moi, ça ne veut pas dire que ça ne le fera pas avec vous.
Voilà pour ce qui en est de mes livres lus. Maintenant je vous montre les livres que je suis en train de lire. Alors celui-ci malheureusement est en pause depuis plusieurs jours. Donc il s'agit des Jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu. Le problème c'est que j'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas. J'avais du mal à lire, j'avais du mal à rentrer dans le récit. Et plutôt que d'avoir un avis qui sera moins bon juste parce que je suis trop fatiguée, ben je préfère le laisser de côté. Je le reprendrai certainement ce week-end quand je serai beaucoup plus en forme et que j'aurai plaisir à replonger dans cet univers. J'en suis à 112 pages. Donc voilà, à peu près un tiers du livre. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé dedans, donc sur ça au moins j'aurai pas de soucis. Mais voilà, je préfère le laisser de côté, le savourer réellement plutôt que de le lire en étant fatiguée et de comprendre la moitié, clairement. Hier soir avec Marilyn, Tania et Sylvie, nous avons commencé les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone chez Gallimard Jeunesse. Donc j'en suis là. Et pour le moment, je ne suis pas du tout emballée. Et je ne m'attache pas particulièrement au personnage. Donc déjà là, c'est compliqué pour moi. Et je sais pas, je trouve que en 97 pages sur... Je vous dis pas de bêtises. 97 pages sur 292, et on n'avance pas, il se passe rien. C'est très mou pour l'instant. Alors je mets tous mes espoirs sur la partie 2 de ce soir, parce que si la partie 2 est dans la même veine, j'arrêterai là ma lecture. Donc j'espère que c'était juste le premier tiers qui était vraiment très introductif et qu'on va enfin rentrer dans le vif du sujet, parce que ben là je m'ennuie clairement avec cette lecture. Et la dernière, je vous mets la couverture parce que je la lis sur ma liseuse plutôt et pas en liseuse. Il s'agit donc de la légende d'Arnala, pardon, de Cédric Perron. Où là par contre j'ai lu un quart du livre à peu près. Et j'aime beaucoup ce que j'ai découvert, donc bah, j'ai hâte de le reprendre et de voir où l'auteur va nous emmener à travers ce premier tome. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas pour le moment j'aime bien, ça passe tout seul. On suit 3 héros, Nino, Hugo et Clémence, qui ont tous les 3 14 ans et qui vont découvrir des choses insoupçonnées, comme c'est souvent le cas en littérature fantastique ou en tout cas de l'imaginaire. Mais pour le moment j'aime beaucoup et j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu L'Hôtel de la Dernière Chance ou L'Arrache-Mot, si vous partagez mon avis ou si au contraire vous avez des avis totalement différents. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières excellentes lectures ou vos dernières déceptions. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de belles lectures, une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.